Merci d'être présent à cette conférence du LINEC qui aujourd'hui porte sur l'interprétation. Le laboratoire d'intégration du numérique en enseignement de la traduction est un groupe de recherche mis sur pied à l'initiative de l'Association canadienne des écoles de traduction, l'ACET, afin d'encourager la recherche en français orientée vers les innovations technologiques et pédagogiques touchant la formation en traduction à l'ère du numérique. Le noyau de l'équipe du Linet est composé de Valérie Florentin, d'Éric Poirier, de René Desjardins, d'Émilie Gobin-Roberge et de moi-même. Le groupe a été mis sur pied grâce à l'aide inestimable de Zélie Guével. Nous tenons à souligner le soutien financier de l'Université Laval, de l'UQTR, de l'Université de Saint-Boniface, du Collège Glendon et du CRSH. Le LINES est aussi un blog. Un appel à articles est présentement en cours. Je tiens à souligner que nous offrons des bourses de rédaction d'une valeur de 350 et un accompagnement dans la rédaction aux personnes étudiantes qui soumettent une proposition qui répond à la mission du LINES. Donc, allez consulter notre site web. La conférence de ce matin s'intitule Intelligence artificielle et interprétation. Elle est prononcée par Sophie-Hélène Simon. Madame Simon est interprète et chargée de cours à l'Université d'Ottawa et à l'Université du Québec à Trois-Rivières. En plus de sa maîtrise en interprétation de conférences à l'Université d'Ottawa, elle détient une maîtrise en traductologie et un doctorat en linguistique anglaise à l'Université Paris-Cité. Après avoir mené des travaux en corpus sur la phraséologie des domaines financiers, elle s'intéresse maintenant à la pédagogie et à la théorie de l'interprétation, ainsi qu'aux spécificités de l'oral et de l'écrit. Sophie-Hélène, la parole est à toi. Merci. Merci de m'avoir invité à prononcer. Est-ce que mon écran est partagé? Là, ça va, en principe? Oui. Merci de m'avoir invité à présenter cette conférence sur l'intelligence artificielle et l'interprétation. J'avais prévu justement une petite fiche pour me présenter, mais on dirait que ça a déjà été fait. Je voulais tout simplement juste rappeler que j'ai fait, moi, mon baccalauréat en traduction en 2003 à l'Université Laval et que depuis, j'ai pratiqué, jusqu'à mon entrée dans l'interprétation en 2019, j'ai pratiqué principalement la traduction. Donc, je connais bien les enjeux, je suis encore sur les réseaux de traducteurs, donc je comprends bien les enjeux que vivent les traducteurs vis-à-vis l'intelligence artificielle. Donc, c'est une problématique que je peux comparer avec celle qu'on a peut-être en interprétation. Je voulais également souligner euh, ce que j'ai fait dans mes recherches doctorales, c'est-à-dire que j'ai fait surtout de la linguistique textuelle qui, euh, dans le, donc dans le cadre de mes recherches, je me suis intéressée aux spécificités des textes en contexte et ça a peut-être orienté certaines de mes réflexions qui maintenant me permettent peut-être d'enseigner un peu différemment quand j'enseigne l'interprétation et la théorie de l'interprétation. Donc, ce que j'avais prévu aujourd'hui pour cadrer la discussion, c'est de commencer peut-être par une vue d'ensemble de ce qui se dit chez les interprètes sur l'intelligence artificielle en ce qui concerne l'interprétation, peut-être le comparer à ce qui se dit souvent en traduction au Canada, mais surtout en Europe. Ensuite, je voulais bien définir, bien cadrer ce qui caractérise l'interprétation et la distingue de la traduction. Ensuite, je voulais plus rentrer dans le vif du sujet avec la technologie et l'intelligence artificielle et l'interprétation, en parlant de trois piliers, l'interprétation en distance, mais surtout l'interprétation augmentée et l'interprétation automatique. Et enfin, étant donné que je m'adresse à un laboratoire d'intégration du numérique dans l'enseignement de la traduction, parler un peu de formation des interprètes et évoquer un outil que moi j'ai utilisé dans mon enseignement de l'interprétation pour enfin terminer avec des questions qui me semblent émerger dans le contexte actuel d'accélération des avancées de l'intelligence artificielle pour l'interprétation. Donc, tout d'abord,
on est au Canada, mais je vais beaucoup parler du contexte européen parce que c'est peut-être dans ce contexte européen que se font les principales avancées et les principales réflexions, la recherche en intelligence artificielle applicable à l'interprétation. Dans les deux contextes, au Canada et en Europe, on vit une pénurie d'interprètes. Et dans les deux contextes, au Canada et en Europe, on peut dire que l'interprétation se pratique peut-être une de ses formes les plus visibles et celle qui se pratique dans les institutions démocratiques. Donc, au Canada et en Europe, souvent les interprètes sont très proches du pouvoir. On travaille les interprètes parlementaires au Canada et en Europe travaillent dans les lieux, dans les institutions démocratiques. On est dans les mêmes corridors, on voit les parlementaires et donc, ce que j'essaie de dire, c'est que les politiciens, les décideurs nous voient. Ils savent qui on est. En revanche, il y a dans les deux contextes également des interprètes, surtout pigistes, qui travaillent sur le marché privé pour des entreprises et d'autres organisations. Certes, c'est moins proche d'un vrai pouvoir formalisé, démocratique, mais c'est quand même des institutions qui sont visibles et qui ont un certain poids social, un certain prestige. Il y a certaines spécificités de l'Union européenne qui me semblent importantes à mentionner vu qu'on est au Canada. Et ce sont des facteurs qui orientent peut-être l'accélération de la recherche et de la réflexion sur l'intelligence artificielle en interprétation. Donc, la situation est beaucoup plus serrée, peut-être beaucoup plus tendue en Europe qu'au Canada. Donc, d'abord, dans les institutions démocratiques européennes, on travaille avec beaucoup plus de langues, y compris certaines combinaisons qui sont très rares et qui peuvent exercer une certaine et dont la rareté peut exercer une certaine pression sur le recours ou l'accélération du recours à l'intelligence Conférence. artificielle. Pardon? Ah bon. Euh, Donc, voilà. Donc, l'interprétation, ça coûte assez cher d'avoir autant de combinaisons en Union européenne et tant au Canada qu'en Europe, mais on se pose moins la question au Canada. Il y a une véritable préoccupation de bien utiliser les deniers publics. Donc, ne pas on est très sensible à l'argument que l'intelligence artificielle peut permettre de fournir des services à moindre coût. Euh, Vu toutes ces contraintes, ces situations très spécifiques, on a peut-être aussi une accélération de la réflexion en Europe qu'on ne voit pas au Canada, notamment la formation d'équipes de linguistique informatique spécifiquement pour répondre aux besoins des traducteurs et des interprètes des institutions démocratiques européennes. Et on observe peut-être une plus grande synergie entre le monde de la recherche et le monde de la pratique en Europe qu'au Canada. Et ça, c'est très dommage et c'est malheureux. Mais au Canada, on n'a peut-être pas assez de recherche qui se fait en traduction-interprétation ou assez peu de gens qui ont un profil hybride de chercheurs et de praticiens. C'est peut-être, vu ce contexte, qu'il y a quelques semaines, quelques jours, l'Union européenne a organisé 2 jours de conférences sur l'intelligence artificielle et l'interprétation de conférences. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille fortement de regarder ces conférences. Elles sont très intéressantes. Je m'en suis inspirée pour créer la présentation que je vous fais aujourd'hui. Donc, la première chose qui me semble importante, c'est de définir l'interprétation et de peut-être nous attarder exactement à ce qui la distingue de la traduction. Donc, souvent, nous, on est traducteur, on écrit, donc on se dit oui. Bon, la principale caractéristique de l'interprétation, c'est qu'elle se fait, c'est sa modalité. Elle se fait par voie orale et non scripturale. Mais si on utilise le critère de l'oralité pour distinguer la traduction, l'interprétation de la traduction, alors on exclut toutes les interprétations en langue des signes. Donc, jusqu'à tout récemment, on utilisait les critères qui avaient été énoncés par Otto Kade en 1968 et qui ont été repris par M. Franz Pöchecker, qui est un chercheur-interprète important et qui a prononcé
qui a fait un entretien dans le cadre de la conférence dont je viens de parler, que je vous recommande fortement également. Donc, dans ce texte de 2004, il disait que ce qui caractérise l'interprétation, c'est, dans le fond, son instantanéité. C'est une traduction qui est faite après avoir entendu le texte source une seule fois et dans des contraintes temporelles et dans un contexte où le traducteur-interprète n'a qu'une seule chance, une seule occasion de faire le transfert linguistique. Donc, à partir de ces critères-là, Porrecker, en 2004, arrive avec une définition de l'interprétation comme traduction qui repose sur son instantanéité. Donc, interpreting is a form of translation in which a first and final rendition in another language is produced on the basis of a one-time presentation of an utterance in a source language. Mais bon, donc, à partir de ce moment-là, à partir de cette définition, on peut englober dans le concept d'interprétation une variété de pratiques qui sont présentes en contexte professionnel ou pédagogique. Par exemple, l'interprétation simultanée qu'on connaît, qui nous vient en tête quand on parle d'interprétation, mais aussi l'interprétation consécutive, dont je vais parler plus tard. C'est-à-dire une interprétation consécutive, c'est qu'on écoute le texte, on peut prendre des notes et après l'interprète redit le discours. C'est pratiqué parfois en milieu professionnel, mais c'est surtout un outil pédagogique dans les protocoles actuels de l'enseignement de l'interprétation simultanée. On peut parler de langue des signes, d'interprétation en langue des signes, de sous-titrage en direct, de traduction à vue et de traduction en direct de clavardage en ligne. Mais euh, si on emploie la définition de l'interprétation énoncée en 2004 par Porrecker, qui est fondée sur l'instantanéité, ben, ça veut dire que ce que font les outils de traduction automatique neuronale, c'est-à-dire de la traduction automatique en temps réel, rend tout à fait caduque la caractérisation de l'interprétation par son caractère instantané. Ce qui veut dire que ça nous prend une nouvelle perspective sur l'interprétation pour distinguer le travail de l'interprète du travail que peut faire une machine en traduction, en traduisant instantanément. Ce que propose le professeur Porrecker dans l'entretien, c'est qu'il faut réorienter notre compréhension de l'interprétation sur une activité de transfert linguistique contextualisée, axée dans l'interactivité, qui tient compte, qui va au-delà du transfert interlinguistique, mais qui tient compte d'éléments de sens extralinguistiques, comme le non-dit, le contexte, le langage corporel, la prosodie. La prosodie, c'est la mélodie de la voix, le ton, etc. Donc, une fois qu'on prend et qu'on reconnaît explicitement ces critères de distinction de l'interprétation vis-à-vis de la traduction, on se rend compte et on peut vraiment prendre acte de la complexité de cette pratique qui va bien au-delà du décodage, réencodage interlinguistique. Je suis traductrice moi aussi et je sais très bien qu'on fait autre chose que du décodage, réencodage interlinguistique, mais je ne pense pas que cette euh, contextualité et interactivité soit aussi présente dans le travail de traduction, étant donné qu'on ne le fait pas instantanément. Donc, pour cette raison, la formation des interprètes, à laquelle je reviendrai plus tard, repose de façon beaucoup plus marquée sur le traitement de l'information et les connaissances extralinguistiques, et beaucoup moins, je dirais, sur l'équivalence interlinguistique. En cours d'interprétation, on ne se dit pas, ah oui, mais est-ce que c'est exactement la nuance? On est beaucoup moins soucieux de ça. Et je vais y revenir également plus tard. On veut vraiment aller plus loin dans le vouloir dire, dans le message, dans la crédibilité et dans la légitimité de l'interprète dans son contexte de communication. Donc, jusqu'ici, on peut se dire que l'intelligence artificielle n'a pas encore prouvé de capacité à remplacer les interprètes. Certes, on peut dire que la même chose en traduction, mais je pense qu'on est arrivé à un certain compromis avec la traduction en altérant le rôle du traducteur dans certains cas pour en faire non pas un traducteur ou un producteur de texte, mais un post-éditeur. Donc, on a renégocié sa place pour
disons, accommodé ou l'émergence et l'intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle, mais jusqu'ici, on n'a pas vraiment encore trouvé le moyen de faire en sorte que l'intelligence artificielle puisse, ou qu'on puisse vraiment parler de remplacer les interprètes par l'intelligence artificielle. Je pense que c'est important également de revenir sur la spécificité contextuelle de l'interprétation. Dans sa conférence, le professeur Perkaker parle vraiment de social situatedness. C'est des termes un peu difficiles à traduire, mais euh, pour remplacer la caractéristique de l'instantanéité. Et je veux vraiment insister sur le fait que l'interprétation, c'est vraiment de jouer un rôle dans une communication, de jouer un rôle incarné. J'aime aussi le mot embodied. On est en chair et en os dans la communication. On parle avec notre voix. Euh, Souvent, les participants à l'acte de langage, à la conférence, nous voient, ils savent qui nous sommes, ils entendent notre voix, ils nous regardent dans les yeux. Voilà. Et ce qui, je pense, est également intéressant, c'est que tous ces aspects d'affect, d'émotion, d'expressivité, de présence incarnée et humaine, ce sont des qualités qui ont tout à fait leur place dans les institutions politiques et démocratiques et dans les discours politiques. Donc, on peut peut-être s'imaginer une communication administrative, juridique, un peu désincarnée, mais quand on parle de communication politique ou de discours politique, on peut faire un lien fort entre l'importance de l'émotion, de l'affect, de la personnalité et le fait que les interprètes soient aussi visibles dans ces contextes traductionnels et de communication. Je mentionne également, peut-être aussi pour insister encore davantage sur l'importance de cette différence entre la traduction et l'interprétation, que si on établit trois participants dans l'acte de traduction, l'auteur, le traducteur et le lecteur, ben, ces trois personnes-là vont utiliser le texte à des moments différents et dans des lieux différents. Donc, l'auteur écrit son texte seul, hors contexte, le traducteur va traduire son texte seul, hors contexte, et le lecteur, lui, va lire son texte hors contexte. Alors que en interprétation, l'orateur, l'interprète et l'auditeur sont ensemble à portée de main presque et ils se rencontrent dans le même acte de langage ou dans le même acte de discours. Ils sont ensemble, ils participent ensemble à construire un contexte de communication. Donc, à partir de là, à partir de ces idées fondatrices sur l'interprétation, on peut commencer à parler de l'interprète et de sa relation avec les outils pour parler de sa relation avec les technologies et avec l'intelligence artificielle. Juste un petit retour historique parce que je veux parler d'un certain paradoxe dans la relation de l'interprète avec les outils et avec la technologie. Donc, c'est tout court, là, je veux pas m'étaler là-dessus, mais euh, on a commencé, l'interprétation de conférence a commencé vraiment à se solidifier ou à se cristalliser comme profession dans l'après-guerre. Donc, on n'avait pas encore trop de moyens technologiques, mais on a dû mener des négociations de nation à nation entre des nations qui ne parlaient pas nécessairement la même langue. Et on a commencé à utiliser ce qu'on appelle l'interprétation consécutive. Donc, l'interprétation consécutive, on parle et ensuite on dit quelques phrases et la personne le dit, l'interprète interprète après. Donc, on est passé lentement d'une interprétation phrase par phrase au développement d'un véritable art. C'est quasiment un art de la scène où on avait des consécutivistes qui pouvaient dire un discours complet avec une forte présence sur scène, sans micro. Et c'était presque des stars, là. On a des histoires où les interprètes, surtout des hommes qui avaient des voix qui portaient beaucoup, euh, c'était très impressionnant, là, redisaient un discours en deux, trois langues après, avec une très belle éloquence. Donc, on était déjà on était dans une interprétation consécutive, on n'avait pas encore d'appareil. Entre 1928 et 1944, on a commencé à mener des essais qui allaient mener
à des technologies brevetées d'interprétation simultanée. Donc, pendant ces périodes, on a mené des essais, on a des photos d'interprètes qui portaient des harnais très, très forts, très, 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 très lourds, avec des écouteurs et pouvaient écouter la scène et parler dans un micro. Donc, bon, on avait ces dispositifs-là pour l'interprétation simultanée. Et la pratique a vraiment pris son essor avec les procès de Nuremberg parce que il y avait vraiment une urgence d'agir. Il fallait absolument traduire les criminels de guerre en justice, ce qui a mené à une accélération de la pratique de l'interprétation simultanée parce qu'on n'avait tout simplement pas le temps d'avoir recours à l'interprétation consécutive qui doublait, dans le fond, la durée des délibérations en cours. Et c'est très peu de temps après, vers les années 50-60, qu'on a vu émerger les premiers programmes de formation en interprétation de conférences. C'est la naissance de la pratique, notamment en Suisse et à Paris. Donc, si je raconte tout ça, c'est parce que je voulais souligner un espèce de paradoxe dans la relation des interprètes avec leurs outils et avec la technologie. La les premières à conceptualiser l'interprétation comme un métier ou comme une véritable discipline furent Marianne Lederer et Danica Seleskovich à l'École de Paris. Dans leurs écrits, elles insistent sur le fait que les interprètes travaillent avec la parole. Les interprètes travaillent avec une communication humaine, presque et elles insistent beaucoup sur l'aspect humain de la transmission d'un message de cœur à cœur, d'un esprit à un autre, un peu pour dire que l'écrit, c'est moderne, on écrit depuis beaucoup moins longtemps que l'on se parle. Donc, il y a une espèce de quelque chose de très humain et instinctuel dans l'oralité qui l'oppose dans la scripturalité. Donc, toute une grande partie de leur démarche pédagogique à Lederer et Seleskovich et qui continue de perdurer dans l'enseignement de l'interprétation aujourd'hui, c'est la transmission du sens, du vouloir dire et non des mots. Donc, on insiste beaucoup dans la formation des interprètes de s'éloigner de l'équivalence interlinguistique. Donc, on a ce fort lien de l'interprète avec une communication instinctive, intuitive, humaine, mais en même temps, euh, comme discipline, l'interprétation simultanée n'existe pas sans technologie. Euh, on ne peut pas avoir d'interprétation simultanée sans avoir de technologie qui nous permettent d'écouter et de parler à une autre personne en même temps. Donc, ce que je dis ici, c'est pas de technologie, pas d'interprétation simultanée, mais en même temps, les interprètes doivent euh, puiser dans leurs propres ressources communicationnelles, humaines, incarnées, tangibles, intuitives, affectives, que sais-je. Euh, donc, dans la conférence dont je vous ai parlé, M. Porhecker donne un entretien dans lequel il évoque trois piliers, trois grands apports de la technologie pour l'interprétation. Le premier, c'est la technologie qui nous a permis de travailler à distance. Ensuite, il y a l'interprétation augmentée qui nous permet de mieux faire notre travail avant nos mandats et pendant. Il y a également l'interprétation automatique qui consiste tout simplement à nous remplacer. Je ne parlerai pas trop de l'interprétation à distance parce que c'est pas le sujet et que c'est pas vraiment lié à l'intelligence artificielle, mais je pense que c'est important de la mentionner pour deux raisons. Tout d'abord parce que je pense que l'interprétation à distance au Canada présente certains risques pour les interprètes et ces risques de blessures auditives dont on a entendu parler dans les médias ont pris beaucoup de place dans les discours des interprètes sur leur travail au Canada, au point où on parle pas beaucoup au Canada d'intelligence artificielle et d'interprétation parce que ce qui prend toute la place dans ce qu'on se dit entre nous sur les technologies, c'est lié aux blessures que la technologie peut nous causer. Mais la raison principale et plus abstraite pour laquelle je pense qu'il faut en parler, c'est que
Bien sûr, l'interprétation nous permet de travailler à distance à l'occasion, par exemple, de conférences où tout le monde est à distance sur Zoom, tout le monde est à distance, y compris l'interprète. Mais il y a une tendance de fond qui s'observe en Europe et au Canada qui consiste à faire sortir les interprètes du lieu de communication. Donc, pour le moment, les interprètes dans les lieux, dans les institutions démocratiques travaillent sur place. Donc, ils sont derrière une vitre, on les voit, ils sont là. Ils sont exactement dans le contexte dont j'ai parlé. On les regarde, on regarde, je le dis par expérience parce que l'expérience personnelle est très importante quand on parle d'interprétation, mais quand j'interprète, moi, je regarde pas. On a des écrans en cabine, mais moi, je ne les regarde pas. Je regarde la personne qui parle. Et même parfois, il y a des gens qui m'écoutent, qui ne regardent pas l'orateur, qui me regardent comme si c'était moi qui leur parlais. Donc, pour moi, cette présence-là, elle est très importante. Et malheureusement, je pense que cette présence est mise en danger par les nouvelles technologies qui mettent les interprètes à distance des lieux d'interprétation. Par exemple, pour les faire interpréter dans des lieux techniques spécialisés où oui, ça se passe en direct, mais on n'est pas vu. Et à ce moment-là, les utilisateurs de l'interprétation reçoivent bien sûr une voix humaine dans les oreilles, mais ils ne nous voient plus. Et quand on prend conscience de la qualité apparente de l'interprétation automatique, c'est un pas, je pense que ça nous force à franchir un pas vers l'acceptation d'une source d'interprétation non humaine. Euh, je tenais simplement à le mentionner, parce que je pense que ça entre en ligne de compte dans les réflexions qu'on se fait sur l'intelligence artificielle et l'interprétation. Ensuite, il y a l'interprétation augmentée. Là, ça se passe assez bien pour le moment. Il n'y a pas vraiment de protocole spécifique, mais ce que je peux vous dire, c'est que les interprètes utilisent les outils d'intelligence artificielle en deux temps, soit au moment de se préparer et au moment d'interpréter. Donc, au moment de se préparer, ils vont, par exemple, synthétiser des documents pour comprendre un sujet spécialisé, générer des glossaires, chercher des termes. On peut, euh, on peut tout à fait interroger ChatGPT pour dire donne-moi donc un glossaire spécialisé sur tel thème. Euh, on peut faire plein de choses en ce qui concerne la terminologie. Ça s'apparente à ce que font les traducteurs également. On traduit également les discours. Ça arrive qu'on reçoit un discours qui va être présenté, qui va être prononcé pendant une conférence. Si on le reçoit 5 minutes avant, on peut se dire que la meilleure façon de servir nos clients, c'est de le passer dans des pelles puis de le lire à son rythme plutôt que de trébucher puis de ne pas savoir où se tirer, dans le fond, parce que ça va beaucoup trop rapidement. On peut également utiliser les outils d'intelligence artificielle pour interpréter en cabine, par exemple, pour faire de la recherche terminologique, gérer nos glossaires. On n'a pas ça au Canada, mais en Europe, il y a des écrans avec la reconnaissance vocale. Donc, on peut avoir accès à la transcription du discours en direct. Mais ce qu'on peut se dire également, c'est qu'une grande partie de ce que peuvent faire les technologies pour nous en cabine, ben, nos co-cabins, on a toujours un collègue avec nous, peuvent les faire pour nous. Par exemple, quand il y a un terme compliqué, souvent la personne à côté de nous va le chercher puis va nous le dire. Euh, une pratique courante chez les interprètes, c'est quand il y a beaucoup de chiffres, celui qui interprète pas va les noter. Donc, on a déjà des outils pour, et ces outils, c'est nos collègues. Il y a également la question de savoir que l'utilisation des outils peut être une source de distraction, alors qu'une grande partie de notre travail et de notre formation, c'est d'apprendre à gérer notre charge cognitive, d'apprendre à écouter, comprendre, analyser, produire, retenir, tout ça en même temps. Donc, ajouter l'utilisation des outils d'intelligence artificielle pour l'interprétation augmentée, ce n'est pas si simple. Ça, c'est là où nous en sommes. Mais il y a d'autres choses qui pourraient s'en venir en interprétation augmentée. Par exemple, ce n'est pas encore en cours, mais
pourrait s'en venir. On pourrait penser, par exemple, à la gestion et à l'extraction de documents. Par exemple, pour les interprètes qui traduisent ou qui interprètent dans des contextes juridiques, avoir un outil d'intelligence artificielle qui pourrait détecter automatiquement les lois qui sont évoquées, la jurisprudence, les décisions de cour. Parfois, des délégués se mettent à parler, de citer des articles de journaux, des citations latines. On peut se dire qu'on pourrait avoir une intelligence artificielle capable de corriger nos erreurs ou de résoudre les ambiguïtés dans un discours, ou encore peut-être de détecter quand un interprète prend une pause trop longue pour l'aider peut-être à se dépatouiller. Mais il y a également ici le risque que l'interprète se retrouve à voir son jugement biaisé par la proposition que pourrait lui faire un outil d'intelligence artificielle, un peu comme le remplissage automatique. Euh, ça nous mène à l'interprétation automatique. Donc, le sous-titre de cette petite partie, pour moi, c'est une performance trop crédible. Je voulais commencer en disant que on a des outils, ça existe, des outils d'interprétation automatique. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, notamment en espagnol, puis ça arrive souvent que au lieu de, on veut avoir des petits soundbites là, disons, du président américain, et puis on n'a pas d'interprète, donc on dit clairement, ah, on a utilisé l'intelligence artificielle pour doubler, dans le fond, faire une interprétation de ce qu'a dit la personne en anglais. Personnellement, je trouve ça très impressionnant, mais toujours avec cette réserve que on peut se dire que ça n'a pas marché du premier coup. On peut se dire que c'est un peu le même principe que la post-édition. On a fait quelques essais, on a dit, ouais, c'est pas ça. On a apporté des modifications, mais on n'est pas au point où l'intelligence artificielle le fait du premier coup. Le Conseil de l'Europe a commencé à mener ses propres essais et le constat, c'est que le résultat est bluffant. C'est Ça donne vraiment l'impression de la voix humaine. Et c'est ça le problème. C'est que c'est convaincant, mais mais si on regarde vraiment de proche, on se rend compte qu'il y a des problèmes de sens, il y a encore des problèmes de sens, de cohérence logique, de rythme, de segmentation et parfois même de qualité de la voix. On peut évoquer également des problèmes où un discours peut être lu très rapidement et un outil d'intelligence artificielle en direct ne pourrait pas le lire à la même vitesse et puis finirait beaucoup plus tard que le discours initial. Alors que les interprètes sont formés pour être capables de synthétiser, reformuler, choisir les passages qu'ils omettent. Euh, donc, c'est quelque chose que l'intelligence artificielle n'est pas encore à un point où elle peut correctement rivaliser avec l'interprète humain. Il y a aussi des problèmes avec la gestion des caractéristiques de l'oral. À l'oral, on s'interrompt, on change de rythme, on fait des faux départs, des hésitations et l'intelligence artificielle n'est pas encore au point où elle est capable de gérer ça. Elle ne gère pas non plus tout à fait correctement les expressions du visage, les blagues, les sous-entendus et les contextes. En bref, la communication spontanée fait appel aux capacités humaines qui vont au-delà de la simple transposition des motifs linguistiques entre une langue source et une langue cible. Donc, tout ça, ça rend compte donc là où nous en sommes aujourd'hui, ça rend compte des progrès qui ont été faits au cours des dernières années, mais euh, on sait bien que les progrès se font toujours à un rythme exponentiel et que là, les choses s'accélèrent. Donc, c'est pas exclu que on arrive à des avancées où, oui, l'interprète puisse être remplacé par un outil d'intelligence artificielle. Euh, mais la lenteur des avancées en interprétation automatique par rapport à la traduction automatique, ça veut dire que les interprètes ont le temps maintenant justement de s'interroger sur les avancées, de peut-être même d'avoir voix au chapitre et de pouvoir prétendre, espérer, participer à des discussions et même à l'élaboration d'outils qui leur sont destinés. Euh, bon, je viens de le dire, là, la machine n'est pas tout à fait prête à prendre en compte les éléments extra-linguistiques, mais elle peut vraiment
nous aider à faire des choses pour nous. Donc, encore une fois, j'en reviens à M. Perecker, qui est un traductologue de l'interprétation qui est vraiment très intéressant. Et lui, il fait référence à un texte qui a été un appel à texte. Je ne sais pas si je peux le partager. Euh, bon, peu importe, je ne peux pas le partager, mais c'est un appel à texte qui a eu lieu en 2023 pour une édition d'un journal spécialisé en traduction. Je ne me souviens plus c'est lequel, mais le titre de ce journal, c'est Is Machine Translation Translation? Donc, il repose la même question et lui dit Is Machine Interpretation Interpretation? Et sa réponse à lui, c'est non. L'intelligence artificielle ne fait pas d'interprétation pour le moment parce que, comme je l'ai dit, les interprètes analysent, décortiquent, font des choix, omettent, reformulent, adaptent, comprennent ce que malheureusement la machine ne fait pas encore. Donc, si elle ne fait pas d'interprétation automatique, que fait l'intelligence artificielle? Donc, pour Persh Eka, je ne sais pas comment prononcer son nom, la machine fait du speech-to-speech translation. Ça s'oppose au speech-to-text. Speech-to-text, c'est souvent comme ça qu'on appelle la reconnaissance vocale avec l'affichage de transcription automatique. Certes, ce n'est pas de l'interprétation, mais c'est néanmoins un outil important d'accessibilité. Et ce n'est pas un outil à négliger, c'est un outil précieux qui peut nous être utile. Et c'est bon, ce que je disais plus tôt, là, c'est pas exclu que bientôt la machine puisse nous remplacer, mais il y a encore beaucoup de travail à faire avant qu'on y arrive. Euh, Étant donné qu'on est dans le laboratoire d'intégration du numérique dans l'enseignement de la traduction, je voulais parler également des répercussions de ce dont je venais de parler dans la formation des interprètes et peut-être proposer quelques idées qui reposent sur mon expérience. Donc, comment est-ce qu'on forme les interprètes? Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la salle ou qui nous écoutent qui sont des traducteurs. Donc, je pensais peut-être parler un peu de comment on se forme quand on est un interprète. Donc, une grande partie de la formation des interprètes, justement, c'est pas strictement, va bien au-delà des équivalences linguistiques. Donc, les interprètes doivent apprendre à écouter, à comprendre, à retenir et à produire. Donc, c'est un apprentissage de coordination de ses ressources cognitives et de son activité cognitive. Et il y a même je pense que c'est une chercheure québécoise ou canadienne qui avait dit ça il y a je pense que c'est La Liberté ou Lambert, qui avait dit on avait mesuré que les interprètes, après quelques années de pratique, on pouvait observer que dans leur cerveau, des changements dans la façon d'écouter, de comprendre, de retenir et de produire la langue. Donc, ils ne sont pas formés pour faire de la traduction orale rapidement, mais à comprendre l'essentiel et à reformuler. Donc, normalement, pour acquérir ces compétences, on a des protocoles qui datent de Lederer et Seleskovitch et de l'École de Paris en 1960. Jean Delisle a également qui a écrit la traduction raisonnée, a été très proche également de ces démarches de ce qu'on appelle la théorie interprétative, c'est-à-dire la théorie du sens, d'aller au sens. Donc, pour former les interprètes, on suit souvent un protocole qu'on peut remettre en question, qu'on peut faire différemment, mais pour le moment, je vais juste dire que c'est comme ça qu'on enseigne, mais on commence par la consécutive. Donc, on écoute une anecdote, après ça, on la raconte de mémoire. Après ça, on passe à des textes de plus en plus abstraits, on prend des notes, après, on passe peut-être à la traduction à vue et on passe finalement à l'interprétation simultanée. Donc, et parfois ça peut permuter, on passe de l'un à l'autre, mais c'est comme ça qu'on forme les interprètes. Euh, donc, comment ça, comment ça se passe? Puis quand je parle ici de formation, je parle pas juste de formation initiale, mais je parle également de formation continue. Euh, les interprètes aiment beaucoup, étant donné qu'ils ne sont pas révisés, les traducteurs sont révisés, donc on a des réviseurs qui nous disent ouais, ça va pas. Ou quand on commence, on a des gens qui vont travailler avec nous pour nous faire des commentaires, mais ça fait cette rétroaction
ne fait pas qui nous forme comme traducteurs et qui nous aide à devenir meilleurs, n'est pas enchâssé dans la pratique au quotidien des interprètes. Donc, il y a beaucoup d'interprètes qui euh, donc, ce que je dis tout simplement, c'est que la formation continue, ça fait partie de notre routine, qu'on soit pigiste ou interprète permanent. Mais tant dans la formation initiale que dans la formation continue, vu l'instantanéité de l'interprétation, la formation initiale et continue est très textophage. Donc, on consomme beaucoup de textes comme interprète. C'est pas comme en interprétation, on donne un texte à traduire, les étudiants passent leur semaine à travailler dessus, puis on va en parler pendant tout un cours après. En interprétation, pour un cours de 3 heures, un professeur doit généralement avoir au moins 2, 3 textes qui correspondent à ses besoins. Et euh, donc, 3 textes juste pour un cours. Et entre-temps, étant donné que les formations en interprétation sont très exigeantes, euh, c'est pas tout le monde qui finit sa formation avec un diplôme. Euh, c'est des formations très dures. Donc, les gens qui sont en formation initiale subissent une forte pression euh, de s'entraîner entre leurs cours. Donc, eux, en plus, ils peuvent pas juste utiliser les textes que leurs profs leur ont donnés. Oui, on peut les répéter parfois, mais en plus, eux, il faut qu'ils trouvent des textes donc, on se retrouve en groupe, chacun trouve des textes, on les propose à ses collègues, donc ça prend beaucoup de textes. Je vous ai parlé plutôt de moi, mon expertise ou ma spécialisation dans la linguistique textuelle. Moi, je suis arrivée en formation d'interprétation, j'avais fini mon doctorat et j'étais frappée par le fait que les textes qu'on utilisait étaient tout à fait différents, avaient des caractéristiques tout à fait différentes que ceux que je serais appelée et qu'on serait appelé à interpréter une fois interprète. Donc, je pense qu'il y a peut-être une place pour l'intelligence artificielle ici pour peut-être créer des textes et choisir des textes. Donc, on pourrait utiliser, par exemple, donc ça devient de plus en plus facile de trouver des textes qui ont été prononcés à l'oral pour faire des exercices d'interprétation. Si je dis ça, c'est parce que l'exemple qui me vient en tête, c'est que souvent, je pense qu'on utilise des textes qu'on choisit souvent juste pour le sujet. Donc, on se retrouve avec des textes médiatiques et les textes médiatiques, ils sont pour quelqu'un qui est en linguistique textuelle, il regarde les deux et il dit, mais c'est complètement différent. On fera, tu sais, en tout cas, donc, je m'arrête ici, mais par exemple, on peut avoir dans un texte écrit journalistique, euh, l'interprétation de conférence n'est tout à fait différente de la traduction, affirme Louis Jolicoeur, directeur de la... Donc, mais on n'aurait jamais à interpréter cette séquence dans en interprétation et on peut même dire que ça ne fait pas appel aux aptitudes qu'on cherche à développer chez les étudiants en interprétation et les interprètes professionnels. Donc, je pense qu'il y a peut-être un lien à faire entre la spécificité de l'oral, des textes oraux et l'intelligence artificielle, où on peut justement définir exactement les caractéristiques des textes dont on a besoin pour s'entraîner. Notamment, bon, je prêche pour ma paroisse ici, là, mais j'aimerais voir les étudiants, les interprètes, les enseignants plus sensibilisés aux spécificités textuelles. Et pour ça, ça prend de la recherche, ça prend des chercheurs, des gens qui sont praticiens et chercheurs. Euh, on est trop peu à avoir un pied dans les deux côtés. L'IA peut permettre de générer des textes qui répondent à certains besoins de formation. Par exemple, il y a des groupes sur Internet qui utilisent l'intelligence artificielle pour générer des conférences, ou générer des discours. J'ai parlé plutôt des interprétations artificielles de soundbites, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, de clips. Et puis, mais c'est peut-être pas adapté à une interprétation automatique, mais c'est peut-être tout à fait adapté à l'exercice et à l'entraînement en interprétation. On peut même aller plus loin et générer, au-delà de la génération de discours, on peut organiser des conférences en réalité virtuelle pour aider justement les étudiants en interprétation à s'entraîner à l'interprétation.
Donc, sur ça, je voulais peut-être parler de quelque chose que moi, j'ai fait dans mes ateliers de traduction. Donc, je donne des cours d'interprétation à des étudiants en traduction. Donc, étant donné que je ne forme pas des gens qui vont devenir des interprètes, je fais juste un peu faire des exercices d'interprétation pour des étudiants en traduction. Donc, je voulais commencer. Donc, on était au point où on avait travaillé un petit peu sur les anecdotes de mémoire. Et là, je voulais avoir quelque chose d'un peu plus abstrait, de moins personnel, mais pas de complètement abstrait, quelque chose qui se prêtait quand même à la mémoire, mais et à la visualisation, mais je voulais quelque chose d'un peu moins peut-être anecdotique, là, peut-être moins mon voyage au Yukon, quelque chose un peu moins personnel. Donc, je me suis vraiment interrogée, je me suis dit, je vais demander à ChatGPT de me créer des textes et ça a pris quelques essais avant que ça marche, mais j'ai fini par y arriver. Donc, je voulais des textes qui étaient assez courts et je pense que voilà. Donc, c'est ça, j'ai mes critères ici. Donc, ce que je voulais faire, je voulais générer des textes. Au début, j'ai demandé à ChatGPT de générer des anecdotes, mais ça n'a pas marché. Les anecdotes étaient vraiment plates, puis ça ne marchait pas. Donc, j'ai dit, bon, je vais essayer avec des critères de temps. Donc, encore une fois, le ChatGPT n'avait pas une super bonne idée de ce qu'était une anecdote drôle qui se disait bien en 5 minutes. Ensuite, j'ai demandé des anecdotes sur Alan Turing. Puis ça, là, je commençais à me rapprocher. Et après, j'ai dit des anecdotes historiques. Et puis là, j'étais vraiment proche. Ça marchait bien, les anecdotes historiques, mais je voulais pas passer d'un sujet à l'autre. Donc, j'ai dit, bon, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Et je me suis intéressée à des espèces de lois économiques, là, par exemple, l'effet Cobra. J'ai choisi l'exemple que je vais vous donner, c'est sur l'effet Cobra, qui est une loi, une loi économique, là, un fait économique où quand on veut appliquer on veut corriger une situation ou apporter un correctif, on se rend compte que la solution qu'on a apportée au problème est encore pire. Je dis brièvement là, pourquoi c'était ça, c'est qu'il y avait un problème en Inde de surpopulation de cobras. Donc, on a donné une prime aux cobras morts. Donc, les gens avaient de l'argent quand ils ramassaient un cobra mort. Donc, ce que ça a créé comme problème, c'est que les gens se sont mis à élever des cobras et à les amener pour faire de l'argent. Et puis après, ben, les autorités se sont rendues compte que ça ne marchait pas. Et puis, ils ont dit, bon, ben, ça suffit. Donc là, les éleveurs de cobras ont libéré tous les cobras dans la nature et puis ça a encore empiré le problème. Donc, je trouvais que ça se prêtait bien à l'interprétation de mémoire. Donc, j'ai créé l'exercice que je voulais créer, c'était une espèce d'hybride, là. Ça fait pas partie des protocoles normaux, mais je voulais afficher le texte à l'écran. L'interprète devait comme lire le texte. Ensuite, j'enlevais le texte et l'interprète devait me le dire de mémoire. Donc, c'est ce que j'ai demandé à ChatGPT. J'ai dit, je voulais 12 paragraphes sur l'effet Cobra. Chaque paragraphe devait avoir des phrases courtes, une structure simple, ne pas avoir été rédigé de façon trop abstraite. Je veux que les étudiants puissent se souvenir du contenu, donc il faut que ça puisse se visualiser. Les paragraphes doivent s'enchaîner de façon logique pour former un tout cohérent. J'ai été tout à fait satisfaite de ce que ça a donné et j'ai quelques exemples pour vous montrer de quoi ça avait l'air. Donc, j'affichais ça. Donc, la personne euh, lisait, lisait son texte. Ensuite, j'enlevais le, le texte et la personne devait me le redire de mémoire. Et ce que j'avais prévu comme des, des indices là, pour aider la personne à se retrouver après. Donc, c'est le genre de c'est pas grave ici là, que ça a été écrit. On n'aime pas nécessairement comment ChatGPT écrit ses textes, mais ici, on peut utiliser ChatGPT pour créer du texte qui répond exactement à nos besoins pédagogiques. Dans ce contexte-là, je pense que ça peut peut-être s'ouvrir à une utilisation peut-être raisonnée de l'intelligence artificielle en interprétation parce qu'on a besoin de tellement de textes
et des textes qui répondent à nos besoins pédagogiques, c'est assez difficile de les trouver. Je ne sais pas ce que mes collègues qui enseignent beaucoup plus la traduction en pensent, mais j'ai vraiment trouvé mon compte personnellement dans la création de discours de pratique. On peut dire aussi que quand on s'entraîne en interprétation, on n'a pas nécessairement les mêmes les textes de la vie réelle ne répondent peut-être pas à nos exigences et peut-être qu'au fil du temps, les pédagogues de l'interprétation vont arriver à travailler avec l'intelligence artificielle pour élaborer des protocoles d'interrogation de ChatGPT et des outils d'intelligence artificielle, pas pour la traduction de texte, mais pour la création d'exercices pédagogiques, étant donné que la pédagogie de l'interprétation peut parfois être vraiment très, très loin des besoins réels du marché. Donc, bon, j'avais plusieurs exemples là, de mon Cobra. Donc, tout ça, ça mène à certaines questions qu'on peut se poser quand on pense et des questions et des considérations euh, qui sont applicables à la pénétration qui est quand même assez lente de l'intelligence artificielle dans le monde de l'interprétation. Donc, pour le moment, je pense que on parle davantage de la cohabitation de l'interprétation humaine et artificielle plutôt que du remplacement. Pour le moment, je pense qu'on peut s'interroger sur la cohabitation entre la machine et l'humain dans la cabine d'interprétation. Donc, bien sûr, il y a des questions qui se posent en interprétation qui sont les mêmes que les questions qui se posent en traduction. Donc, les questions de confidentialité des données, confidentialité des discours, la responsabilité quant aux erreurs, la, la question également de la prise de risque, les risques d'erreur, mais aussi les risques liés à la confidentialité. Donc, comment est-ce qu'on évalue les risques, qu'on communique ces risques et qu'on les fait accepter en toute transparence. Donc, ce sera peut-être pas nous, interprètes, langagiers, pédagogues, chercheurs, qui vont arriver à ces réponses-là, mais ce sont néanmoins des aspects auxquels il faudra penser. Donc, ce qu'on nous dit, ce que M. Porecker disait également dans sa conférence, et je suis tout à fait d'accord, c'est que plus la communication est désincarnée, et je ne veux pas dire déshumanisée, là, mais je veux juste dire désincarnée, autrement dit, moins la communication est spontanée, par exemple un texte lu ou une fonction répétée, mieux elle se prête à l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle, l'interprétation automatique se prête peut-être, et on peut commencer à y penser, se prête peut-être mieux à l'interprétation de textes moins spontanés. Par exemple, moi, je m'intéresse beaucoup à la différence entre l'oralité et la scripturalité. Et il y a un détachement dans la scripturalité où on est absent, alors que quand on parle, on est avec son corps, avec sa voix. Et je pense que ça se traduit dans les différents textes que l'on dit et et les textes que l'on lit. Il y a des zones de chevauchement, bien sûr, et moi, je trouve que c'est super intéressant justement de penser à ces zones de chevauchement en traduction-interprétation, mais également à l'extérieur du transfert interlinguistique. Mais on peut se dire que plus une communication, moins l'humain est présent, moins l'individu est présent. Par exemple, quelqu'un qui lit son texte à toute vitesse, oui, on peut utiliser l'intelligence artificielle, penser peut-être à utiliser l'intelligence artificielle, ou les fonctions régulières. Par exemple, au Canada, on a les reconnaissances territoriales sur la présence des Autochtones au Canada. C'est toujours la même chose, mais ça soulève d'autres questions. J'attire votre attention sur le quatrième point ici. Donc, comment est-ce qu'on décide des contextes d'interprétation qui sont prioritaires? Par exemple, si on décide que l'interprétation humaine représente une valeur ajoutée par rapport à la traduction artificielle, bon, on décidera peut-être pas ainsi, mais on peut dire que oui, que l'interprétation humaine va être considérée comme un service à valeur ajoutée par rapport à l'intelligence artificielle. Donc, qui décide à qui servent les interprètes humains supérieurs
à la machine. Est-ce que, par exemple, on pourrait dire, non, non, mais c'est important, là, les reconnaissances territoriales, je, c'est assez important pour y consacrer un humain. C'est des questions qui se posent. Euh, le professeur Perecker, il disait, lui, ben, qui décide ce qui est important, par exemple, en contexte médical, une personne qui est à veille qui est en situation de soins médicaux, est-ce que c'est moins important qu'un contexte de décision démocratique? Qui décide de l'import... qui décide, en fait, qui prend la décision éthique de décider à quoi servent les interprètes humains et à quoi sert l'interprétation machine? Donc, on peut se poser d'autres questions. Là, j'en ai mis ici en vrac. Je pense qu'il y a des questions qui se posent euh, le, en- sur les parallèles à faire entre l'intelligence humaine et les capacités cognitives humaines et les capacités de l'intelligence artificielle et de nos outils informatiques. Moi, je trouve ça très intéressant. En interprétation, on parle beaucoup de nos capacités cognitives en utilisant des métaphores informatiques. Par exemple, les professeurs nous disent, ah, tu n'avais pas assez de bande passante pour faire toutes les choses en même temps. Et c'est vrai qu'on se sert beaucoup des métaphores des systèmes informatiques pour réfléchir et parler de notre propre expérience humaine de l'importance du langage ou de l'utilisation du langage. Et je pense que c'est peut-être une zone d'ombre à laquelle il faut peut-être penser, qu'on on pense pas à l'humain, à la machine et à l'ordinateur comme un humain artificiel, mais parfois on a peut-être tendance à parler des capacités cognitives de l'humain comme une machine humaine, animée. Euh, on peut en parler longtemps, mais ce serait peut-être s'éloigner du sujet. C'est quoi les limites de l'IA pour remplacer les fonctions de l'intelligence humaine, la créativité dans le langage, et quelle est l'importance de ces capacités humaines irremplaçables dans les communications humaines dans différents contextes. Ça, j'en ai parlé, à quel texte réserver les interprètes humains et est-ce que les utilisateurs de l'interprétation vont accepter de savoir que leur interprétation est générée automatiquement. Est-ce qu'on va faire confiance? Est-ce qu'on va accepter qu'une intelligence artificielle nous parle pour remplacer un humain? Ce sont des questions qui se posent et on dirait que je suis arrivée à la fin de ma présentation quelques minutes avant l'heure qui m'a été consacrée. Donc, je vais cesser de partager mon écran et je vais passer la parole à Madame, Madame l'animatrice. Merci Sophie Hélène. Donc, présentation particulièrement intéressante. Je sais qu'il y a des interprètes dans la salle, donc c'est peut-être à vous que je passerai la parole en premier. Des questions, des commentaires? Est-ce que vous allez être remplacé selon vous? Donc, on a bien des interprètes gênés. Mais moi, j'aurais peut-être une question ou un commentaire. Euh, Jusqu'à quel parce que dans le grand public, on le sent énormément, cette idée que, la traduction automatique, la neuronale ou générée par l'IA, heu, a le potentiel de remplacer les traducteurs humains. Heu, les traducteurs, les traductrices, les langagers, les langagères, on est conscient des limites et on sait qu'on ne sera pas remplacé. Dans la communauté des interprètes, c'est quoi l'attitude générale par rapport à l'IA? J'ai dit, je ne sais pas ce qui se dit en Europe, mais au Canada, on en parle peu. On parle beaucoup plus, on n'a pas encore comme fini de gérer juste l'interprétation à distance. On n'est pas arrivé à nos fins encore. Donc, les interprètes sont sont pas encore préoccupés par le fait d'être remplacés, mais il y a il y a des interprètes qui sont très préoccupés par le fait d'être blessés par les outils technologiques. Je dirais également qu'il y a un certain, moi, ce que j'ai senti quand j'étais pigiste sur le marché privé, c'est que
j'ai souvent l'impression que l'interprétation, c'est une espèce de... Avoir des interprètes pour des réunions en ligne, euh, c'est un espèce de service qu'on est heureux d'avoir et puis que ça ajoute une... C'est vraiment un ajout qui apporte vraiment quelque chose au-delà du service linguistique. Si je me fais bien comprendre, là, il y a, il y a, avec la pandémie, moi, je l'ai beaucoup observé. C'est comme si on avait développé des nouvelles. On s'est dit, ah oui, on peut avoir des réunions en ligne, puis avoir l'interprète, puis c'est pas très cher pour une entreprise de dire, ah, on va avoir des interprètes pour tout le monde pour notre conférence en ligne. Puis c'est comme si les gens avaient, la communauté des entreprises canadiennes avait vraiment adopté ce mode de communication et ce mode de communication bilingue avec des interprètes. Donc, moi, je sais pas ce que les autres interprètes en pensent, mais moi, je perçois pas vraiment. euh, Louis, je pense, est en train d'intervenir sur le chat, mais est-ce que je peux lire ce que Louis vient de dire? Mhm. Euh, Oui. oui, Louis dit que l'émotion, c'est le premier problème. Et puis qui parle aussi de justement un, un- un- un outil d'interprétation automatique, je ne pense, je suis d'accord que peut pas rendre toute l'émotion, mais moi j'ai écouté des interventions faites et interprétées, je veux dire traduites vocalement automatiquement par la machine. C'est pas comme oui, nous ne sommes pas d'accord. On a vraiment l'impression d'une personne qui parle. Donc, moi, je pense que la machine est capable d'avoir d'une certaine je ne sais pas pour l'émotion, mais l'expressivité, je pense que la machine, d'après moi, ce que j'ai vu, c'est y- y- on est quand même avancé dans l'expressivité, peut-être pas l'émotion. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Émilie? Je me demandais, je ne sais pas si c'est un discours auquel vous vous êtes intéressé, mais je me souviens que quand l'interprétation est passée à distance, en particulier pendant la pandémie et tout ça, il y avait des discussions par rapport au côté environnemental de la chose, donc d'interprètes qui volaient moins, qui se déplaçaient moins. Mais là, en contrepartie, on commence à utiliser l'intelligence artificielle qui, elle, est très énergivore et très polluante. Donc, est-ce qu'il y a un discours, est-ce que c'est une considération qui est prise en ligne de compte par je pense aux entreprises qui sont net zéro et tout ça. Mhm. Est-ce que c'est quelque chose à quoi ils pensent? Pas à ce que je sache. Et puis, de toute façon, je pense qu'on est encore moi, j'ai presque l'impression que l'interprétation justement en ligne, quand on crée des assemblées, maintenant c'est devenu comme il faut l'avoir. Et puis, je pense que quand même cette valeur ajoutée d'avoir une personne, puis les entreprises qui font appel aux interprètes pigistes ont de l'argent. Puis, tu sais, le coût d'un interprète, c'est tellement peu pour tout ce que ça apporte, mais c'est sans doute des discussions qui vont émerger, mais je pense qu'on parle tellement peu d'intelligence artificielle chez les interprètes pour le moment que cet important point-là de l'environnement, on s'en est pas encore approché, pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que Je peux Joanie? peut-être répondre à quelque chose qui a été dit dans le chat. Il y a Oui. Irem qui parle de la prise de notes. Euh, en consécutif, quand on apprend à prendre des notes, je fais juste mentionner parce que c'est dans le chat, mais je je sais pas comment on peut l'appliquer à l'interprétation, mais on commence par apprendre à redire une anecdote de mémoire et après, on apprend à prendre à prendre des notes. On ne prend pas des notes de dactylo. Moi, ce que je dis à mes étudiants, c'est que les notes, c'est vraiment la prise de notes, pour moi, la prise de notes, c'est un artefact de la compréhension. Donc, on prend pas les notes pour être capable de. Tu sais, c'est pas comme ces notes de cours, là, on prend des notes après pour être capable de refaire ses notes de cours puis de refaire le discours. C'est vraiment être connecté avec le discours puis d'en faire un premier traitement, puis c'est ce traitement-là qui va graver le souvenir
dans la mémoire. Mais la prise de notes, c'est vrai que c'est quelque chose de très mystérieux pour les gens qui sont pas interprètes et il y a beaucoup d'interprètes qui détestent prendre des notes, qui détestent la consécutive parce que c'est peurant, là. Après, on fait la personne fait son discours, puis toi, t'as pris des notes, puis avant que tu aies fini, tu dis, t'es jamais à l'abri de dire, je vais avoir un blanc. Je me souviens plus de rien, je serai plus capable de lire mes notes. Mais pour le moment, moi, je sais pas comment l'intelligence artificielle pourrait nous aider à prendre des notes. C'est comme une, euh, une aptitude qui est tellement précise et qui est tellement même mystérieuse. Même pour moi, je ne saurais pas, tu sais, c'est dur à expliquer comment ça marche. C'est comme faire du vélo. À un moment donné, tu dis, ah oui, c'est ça, puis tu es capable de le faire, mais ça prend beaucoup de temps avant de développer son système de prise de notes, puis de développer ses réflexes. Irène, est-ce que tu souhaiterais rebondir à l'intervention? Oui, bien sûr, avec plaisir. Désolée, c'est vraiment tôt pour moi. Il est le matin. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, je disais ça justement. Donc, je suis interprète de compréhension Oui, aussi. Donc, dans mon enseignement, par exemple, dans ma formation, donc la prise de notes, ça, c'était la partie la plus intéressante pour moi. Donc, quand vous parliez voilà, de la formation des interprètes, et je suis tout à fait d'accord avec vous, je pense pas que ça soit remplacé par l'intelligence artificielle. Et quand vous parliez justement de notre présence en chair et en os, donc c'est une expérience embodied, interprétation. Et je pense que ça commence par l'apprentissage de la prise de notes spécifique, oui, d'interprétation consécutive. Et si on essaye d'utiliser des outils fournis par l'intelligence artificielle dans l'enseignement de la prise de notes, je pense qu'on perturberait, on perturbe oui, le naturel des choses parce qu'on a besoin de comprendre comment synthétiser, analyser, reformuler, reproduire le texte. Donc, et comme vous l'avez déjà très bien mentionné, l'interprétation simultanée, ça commence par l'interprétation consécutive, qui commence par la prise de notes. Donc, je pense, je ne sais pas comment insérer l'intelligence artificielle ici ouais. ouais. Ben, tout d'abord, merci de vous être relevé tôt pour avoir participé. Puis je veux juste préciser que moi, j'enseigne l'interprétation à des programmes de traduction, donc j'ai pris beaucoup de liberté en sachant que je me suis pas sentie obligée de suivre les protocoles avec puis l'apprentissage de la consécutive, c'est tellement lourd, frustrant et désagréable. Euh, Puis ça prend longtemps avant de. Tu sais, même des fois, tu sais, vous le savez, mais il y a des gens parmi nous qui ne savent pas, mais il y a il y a des programmes les programmes d'interprétation que moi j'ai suivis, c'était 1 an. Mais il y a des programmes d'interprétation souvent en Europe qui prennent 2 ans et on passe toute la première année à maîtriser la consécutive avec notes. Donc, je pense que ça illustre bien ce que vous dites, que c'est un processus qui est tellement dur à acquérir et frustrant, coûteux. En tout cas, moi, la première fois, je suis allée à l'ESIT 1 année, puis j'ai pas été capable avec la consécutive. La deuxième fois, j'ai été capable. Mais euh, moi, j'utilise pas la consécutive parce que je veux pas frustrer. Tu sais, je forme pas des interprètes, je forme des traducteurs en leur présentant en leur présentant les techniques d'interprétation. Et puis, je les fais interpréter de mémoire. Puis, je leur dis, si vous voulez prendre des notes, prenez des notes, mais on ne fera pas 8 minutes de discours avec notes. C'est trop frustrant. Euh, et puis, c'est ça. Donc, moi, je ne vois pas non plus comment est-ce qu'on pourrait, parce que c'est tellement mystérieux. Tu sais, la prise de notes, c'est la base de l'interprétation, je pense, qui est de faire des choix, analyser, comprendre, euh, extraire le, extraire le sens de la langue. Et c'est peut-être là que l'intelligence artificielle peut pas nous suivre, parce que je pense que l'intelligence artificielle,
c'est fondé sur le, le transfert d'une langue à l'autre de motifs linguistiques. Et je suis traductrice, puis je veux pas que ça sonne réducteur, ce que je vais dire, mais je pense que quand on est traducteur, on apprend justement à faire de la transposition de motifs linguistiques et avec le temps, on apprend à faire cette transposition d'une façon élégante, acceptable, stylisée, belle, mais c'est quand même, puis c'est ce que, en interprétation, justement, on apprend à ne pas se fier à ces motifs linguistiques. On apprend à quasiment ne pas les écouter. Et alors que la machine travaille avec ces motifs linguistiques, c'est des motifs la traduction automatique orale ou écrite repose sur la compréhension des motifs. Alors que nous, on apprend notamment avec l'interprétation consécutive et avec la prise de notes à ne pas les. C'est comme à passer tout droit, à ne pas quasiment à ne pas les entendre et à juste aller dans le sens. Mais vous êtes interprète, je sais que vous comprenez ce que je veux dire, mais je ne sais pas si c'est clair pour les gens qui ne sont pas interprètes. Quand même. Aussi clair que ce sera. C'est dommage, Eve vient de nous quitter, moi qui allais lui dire que pour son futur sujet de doctorat, elle pourrait lever le mystère sur la prise de notes. On essaiera de lui dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Là, je fais mon truc de prof, je compte à rebours à 10 dans ma tête. Et puis, bon, ben, il semblerait que il n'y a pas personne de gêné, là. Donc, Sophie-Hélène, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, qui a été dans le chat, on a vu plusieurs personnes dire qu'elle était très instructive et très intéressante. Merci de m'avoir invitée, puis bonne fin de semaine, tout le monde.